Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous parlons de publication. Alors, j'aimerais aborder un débat qui est le quantitatif contre le qualitatif. Alors, je ne parle pas ici de la science, quantitative ou qualitatif, mais du caractère des publications, soit un grand nombre de publications, un volume quantitatif, soit de la qualité des publications. Alors, il y a eu de gros débats, qui ne datent pas d'aujourd'hui, suite à l'augmentation très importante du volume des publications. Également avec l'apparition d'Internet, ses énormes capacités de diffusion, et du big data, des gros volumes de données. Donc c'est une question qui est d'actualité. Malgré les techniques de bibliométrie et de scientométrie qui veillent à estimer les articles, les évaluer, voir leur qualité, leur lien à travers les citations en particulier, et malgré une gestion des publications importantes, pas mal d'auteurs ont alerté sur le fait qu'il y avait des études, trop d'études, qui étaient trompeuses, biaisées ou de piètre qualité. Ils l'ont alerté parce qu'en effet, elles polluent la recherche. Quand on cherche de l'information et qu'il y a de mauvais articles, ce n'est pas très souhaitable. Et de plus, elles décrédibilisent la science, car quand de tels articles sont révélés comme étant incorrects ou de mauvaise qualité, évidemment, ça donne une mauvaise image de la science. Alors, c'est l'idéologie de l'évaluation. Donc, on évalue tout dans la recherche sur base des publications, plutôt des citations. Donc, on regarde un article, combien de fois il est cité par d'autres articles, ce qui permet d'estimer l'importance de l'article et de là l'importance de la recherche concernée. Alors, on a tout basé là-dessus. Et la pression de publication qui fait que l'on doit publier pour se faire connaître, pour faire connaître son institution, son laboratoire, son projet, ça incite à un espionnage académique, c'est-à-dire regarder ce que font les autres pour s'en inspirer. Ce qui conduit à un renfermement des laboratoires qui hésitent justement à faire connaître le meilleur de leurs recherches au lieu d'ouvrir les laboratoires qui devraient communiquer avec les autres pour échanger de l'information. Ça a donc un effet assez délétère. En 1963 déjà, De Solta pointa des difficultés liées à la croissance exponentielle de la recherche et du nombre de publications, qui impliquait notamment une baisse de la qualité en même temps que le nombre d'articles augmentait. Avant, par le passé, on va dire début du XXe siècle, il y avait un petit nombre de chercheurs qui était réellement important. Mais ça représentait malgré tout un pourcentage assez élevé du nombre de scientifiques. Maintenant, avec l'augmentation de la recherche, De Solta avait constaté que le nombre de chercheurs importants n'augmentait pas aussi vite. Et donc que le pourcentage d'excellents chercheurs, de très bons chercheurs, avait tendance à diminuer sur l'ensemble des chercheurs, on va dire, de qualité moyenne. Il y a une augmentation importante d'une main-d'œuvre capable d'écrire des articles, mais pas nécessairement de bons articles. Alors, il prédisait la fin d'une approche quantitative sous la nécessité pour passer à une approche qualitative, où on ne juge plus du nombre d'articles, du nombre de citations, mais de la qualité réelle des articles.
C'est un débat et des remarques qui sont faites constamment. Depuis, on en parle presque tout le temps, un peu partout. Souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vu le nombre de publications, il est difficile de les analyser toutes suffisamment en profondeur que pour avoir des critères efficaces de validité, de qualité des articles. Et si le but de passer à une approche qualitative est aussi d'éviter de se noyer dans un bruit, dans son propre bruit, de milliers et de milliers d'articles qui n'apportent pas réellement de choses importantes. En 1988, Maddox a signalé aussi que la pression pour faire avancer la recherche et pour publier pouvait être salutaire. Ça pousse les chercheurs à travailler, à essayer d'avancer, de découvrir des choses. Et ça permet une saine concurrence. Mais une pression excessive, elle, est dangereuse. Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la recherche, on ne peut pas aller plus vite que les découvertes, et ça peut entraîner des dérives malheureuses. En 1996, Miller montra que la pression vient essentiellement de l'employeur du chercheur. Parce que la publication est devenue la condition quasi exclusive de la réputation, de la titularisation, donc passer d'un statut de contractuel à celui d'un titulaire, les conditions de promotion, de l'accès au prix scientifique, des salaires, des subsides et même de l'emploi. Ce sont donc des pressions très fortes, très très fortes. Cela conduit à un stress important qui pousse à abandonner le critère d'excellence, de qualité, pour des recherches qui sont très rapides, fournissent des résultats très vite, mais qui sont assez peu pertinentes, peu utiles, et cela implique une baisse de la créativité et une baisse de l'innovation. Avec cette baisse de la qualité et cette pression à la publication, on conduit à des situations qui impliquent une rétroaction positive qui amplifie le phénomène. Plus on publie et plus il faut publier. Et ça, c'est un très mauvais engrenage. De plus, cela a conduit à une citation qui est assez connue, qui est « Publish or perish », publier ou périssez. On doit publier pour survivre. Et dans le monde de la recherche. Et cela peut conduire à des tentatives de fraude ou des résultats rapides, mais assez triviaux, peu utiles, à des répétitions des articles qui n'ont de nouveau que le nom et qui ne sont que des remaniements de ce qui avait déjà été publié, à des découpages totalement inutiles des articles. On a une recherche, on peut réaliser un article d'une certaine ampleur et on le publie en plusieurs morceaux de façon à avoir plusieurs articles à publier.
Et ça conduit aussi à avoir des co-auteurs, donc des noms qui font partie de ceux qui sont cités dans l'article, mais qui en réalité n'ont que très peu participé au travail de recherche concerné. Simplement, on veut récompenser tout le monde et puis on en a besoin. Il faut publier. Et donc, si on est cité, même si on n'a presque rien fait, tant mieux. C'est un peu dommageable parce qu'alors ça donne une fausse image de qualité à un chercheur qui peut n'avoir que très peu participé. Alors, ce processus a aussi le défaut d'étouffer les jeunes talents. Les jeunes sortis de l'université, qui ont des idées, parfois intéressantes, et que l'on va étouffer parce que oh non, ça entraînerait trop de travail, trop de recherche. Là, on doit aller plus vite. On fait du sûr, pas du trop nouveau ou trop risqué. Ça, c'est ennuyant. Ce phénomène a été déjà constaté au XXe siècle. La tendance aussi, malheureusement, à favoriser des revues qui sont reconnues, mais qui sont de moins bonne qualité que les plus grandes revues scientifiques. Parce que elles sont un peu plus souples sur la qualité des articles. On n'a pas pu réaliser les travaux qu'il aurait fallu, mais il faut aller vite. Et donc, on publie dans une revue qui est un peu moins regardante. Ça, c'est évidemment dommageable aussi. Alors, dans certains secteurs, c'est très problématique, cette baisse de la qualité, parce que ça entraîne des risques sanitaires, des risques de santé publique, par exemple, c'est l'utilisation de mauvaises lignées cellulaires dans certaines études en biologie ou en médecine. Il faut aller vite. On achète des lignées cellulaires à d'autres laboratoires où on échange, plutôt que d'essayer de créer des lignées par soi-même, des lignées de bonne qualité, ou voire les échanger, mais sans vraiment vérifier. On n'a pas le temps. On a constaté que beaucoup de lignées cellulaires étaient de très mauvaise qualité, voire contaminées, ou vraiment ne correspondaient pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Par exemple, un exemple très caractéristique, ça a été une lignée cellulaire de cellules cancéreuses pour le cancer du sein, qui a été très utilisée dans de nombreux laboratoires. Elle a donné lieu à plus de 1000 publications, quand on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de cellules de cancer de sein, mais de mélanomes pour la peau. Et donc, ces 1000 études pouvaient être jetées au bac. Ou en tout cas nécessitaient une sacrée révision. Et 1000 études, c'est énorme. Dans le domaine de la biologie moléculaire, on estime qu'il y a au moins 1000 articles par an qui sont biaisés par l'usage de telles mauvaises lignées cellulaires. 1000 par an. D'autres domaines aussi sont touchés. Par exemple, on a constaté que les essais cliniques dits de phase 2 avaient subi en 2010 une baisse de réussite qui est passée de 28% à 18%. Ceci parce que les essais de phase 1 qui précèdent avaient été insuffisants, mal conduits, mal réalisés. Évidemment, c'est très préoccupant. D'abord parce qu'on fait des recherches pour rien, des phases cliniques qui sont très coûteuses, qui sont le processus de validation des médicaments,
et qu'il est important de suivre parce que jusqu'en phase 5, parce qu'il y va de la santé publique, et on fait des essais coûteux pour rien. De plus, il y a le risque de faire passer un médicament qui ne serait pas bon pour la santé, qui présenterait des risques qui ont échappé parce qu'on a mal conduit les phases cliniques. Donc c'est très préoccupant. Il y a aussi des impacts de ce genre dans d'autres domaines, mais moins. C'est surtout le domaine du vivant, la biologie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et la médecine qui sont touchés par ce phénomène. Par exemple, dans les sciences dites dures, comme les mathématiques ou la physique, ce phénomène est beaucoup moins fréquent. Déjà parce que l'usage des mathématiques permet une vérification, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas par les spécialistes du domaine, permet de vérifier sans trop de difficulté de la qualité de l'article, ou s'il n'y a pas d'erreur. De plus, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les moyens mis en jeu sont différents. La situation est fort différente. Mais ça implique qu'il faut rester très vigilant. Parce que ce genre de problème pourrait finir par se poser aussi dans d'autres domaines comme la physique. Alors, on a aussi signalé le fait que l'obligation de publier en anglais, c'est presque une nécessité, c'est devenu la langue internationale de la science, pouvait poser des problèmes de compréhension ou de qualité pour des chercheurs non anglophones, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Ce qui est mon cas. Ma langue maternelle, c'est le français. Et c'est vrai que ça peut jouer un peu, mais c'est certainement pas l'effet le plus majoritaire, le plus important. La plupart des chercheurs n'ont aucun problème avec l'anglais, et même quand on éprouve quelques difficultés, on peut toujours demander de l'aide assez facilement et comprendre un article ou écrire un article tout à fait correct. Ça ne nécessite pas tant d'efforts si importants. Alors, un effet positif d'Internet. Internet apporte énormément de choses de très mauvaise qualité, mais Internet permet aussi d'accéder à l'ensemble des publications, de faire des recherches afin de trouver ce dont on a besoin, afin de faire des recherches pour voir ce qui serait pertinent et consulter de nombreux documents afin de voir ce qui aurait la qualité requise. Il faut juste faire très attention à l'existence de lobbies dans certains domaines, à nouveau la physique qui échappe pour le moment, et ainsi que la présence de trolls qui essaient de faire passer n'importe quoi. Donc, il faut être un peu prudent, un peu méfiant, mais Internet est un formidable outil pour y rechercher la documentation de qualité. Alors, ces problèmes qui touchent surtout le vivant, la biologie, la médecine, aggravent les risques que tout ce qui est enjeu majeur, la santé publique, tout ce qui est politique, donc tout ça est influencé. Donc pourquoi est-ce que ça touche essentiellement ça? Parce que c'est influencé par la santé publique, la politique, les dépôts de brevets, les aspects économiques et sociaux. La physique, essentiellement, est concernée surtout par les aspects de brevets et un peu les aspects économiques et politiques. Mais d'autres domaines plus sensibles sont touchés par tout. C'est le cas du vivant. Ça touche ainsi tout ce qui concerne la nutrition, l'éducation, l'épidémiologie et l'économie. C'est les domaines les plus touchés par les phénomènes qui ont été décrits. Un autre facteur ennuyant, dans le monde économique dans lequel nous vivons, c'est presque inévitable,
il y a des notions de secret industriel. Donc c'est le secteur public, ça va. Dans le secteur privé, il y va des intérêts des entreprises privées. Et de même, il en est de même de la propriété intellectuelle. Cela augmente les risques parce que les échanges sont plus difficiles et certains travaux publiés s'avèrent invérifiables parce qu'ils ne dévoilent pas tout, ce qui peut poser de gros problèmes. Alors, la situation est sérieuse, préoccupante, surtout dans les domaines du vivant, pas tant en physique, mais elle n'est pas encore catastrophique. Donc, l'important, actuellement, c'est qu'il y a une forte prise de conscience de ce problème et de nombreuses discussions et études afin de trouver des solutions pour améliorer la situation. Donc ça, c'est ça qui est le plus important qu'il faut retenir. Et aussi, puisque notre sujet est principalement la physique, c'est qu'au niveau de la physique, on n'est pas trop touché par ce phénomène, mais j'estimais qu'il était important de présenter cette situation et d'en parler. Voilà, alors nous continuerons dans la vidéo suivante, toujours avec la publication. Je vous remercie.